Bonjour à toutes et à tous. Ce mercredi 31 janvier sort le premier vrai blockbuster de l'année et il était temps parce que clairement c'est pas la critique de Pauvres créatures qui va nous faire passer la barre des 200 000 abonnés. Et c'est bien dommage d'ailleurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel que si vous voulez nous soutenir, en plus d'aller voir nos vidéos plus risquées, vous pouvez vous abonner sur le site si vous en avez les moyens. Non seulement ça nous permettra d'être moins dépendant de la pub ou des sujets obligatoires, mais en plus ça vous donne accès à du contenu exclusif. Et si j'en parle au début plutôt qu'à la fin, c'est parce qu'en ce moment on étend l'offre avec un salon spécial sur Discord, plus d'une demi-dizaine d'articles par semaine sur des vieux films, le box-office ou l'actu, etc. Les infos sont dans la description. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos chats, puisque vous avez peut-être entendu parler du film à travers ses toutes premières affiches, sur lesquelles le chat est clairement la tête d'affiche. Et c'est une bonne chose car n'en déplaise à Nala, les chats ont trop souvent le mauvais rôle. Bon, j'en parle parce que j'aime bien les chats, mais le reste de la promo s'est logiquement concentré autour du casting 45 étoiles, constitué de Bryce Dallas Howard dans le rôle principal, Sam Rockwell, Bryan Cranston en méchant, Catherine O'Hara et même Henry Cavill, dont le sex appeal est ruiné en 10 minutes et 2 coupes de cheveux. Bon, il y a d'autres gens hyper célèbres, mais qui ont des rôles très secondaires. Sofia Boutella, elle a une scène. John Cena, il a 2 demi-scènes, ça fait une scène. Et Dua Lipa, désolé, mais elle a une scène. Et oui, si vous y allez pour ça, je suis navré de vous annoncer que vous allez devoir vous contenter d'un court-métrage. Ah, il y a donc le chat personnel de Matthew Vaughn, qui s'appelle Chip, et qui n'a pas assez de temps d'écran à mon goût, parce qu'il est remplacé dans une bonne partie des plans par un doppelganger numérique. Il pourrait faire ses propres cascades quoi. C'est évident, il y a de la thune, et plus encore que vous pensez, puisque le film fait partie des méga projets chaperonnés par Apple TV à coups de gros billets pour se tailler la part du lion, aux côtés de Killers of the Flower Moon ou Napoléon par exemple. Et quand je dis gros billets, je dis gros billets. À peu près 200 millions de dollars. 200 millions de dollars non pas pour produire le film, ni même pour le promouvoir, mais pour les droits de distribution seulement. Alors bon, l'acquisition du Scorsese et du Scott, quoi qu'on pense des films, c'est une stratégie très coûteuse mais assez cohérente, qui vise à peser dans les cérémonies de récompense et le Hollywood des petits fours. Mais là, on est quand même sur un projet radicalement différent, un thriller d'action au look très numérique qui se moque des clichés du roman d'espionnage et repose sur un récit à tiroir que les gens essayent déjà de décrypter. Bref, selon moi, il y a 2 choses qui ont motivé la marque à la pomme de sortir le chéquier. Outre le fait qu'ils sont blindés de thunes, bien sûr. La première de ces raisons, c'est qu'il s'agit d'un film de Matthew Vaughn, cinéaste qui a mine de rien réussi à imposer sa patte à Hollywood. Il a débuté en produisant les premiers films de Guy Ritchie, puis il a mené sa barque de son côté, d'abord avec Layer Cake, puis avec le sympa Stardust, et enfin avec Kick-Ass. Il a relancé la franchise X-Men avec First Class, probablement le meilleur volet de la saga, et ouais, désolé. Et il a enchaîné avec Kingsman, qui a lancé une franchise plutôt lucrative, du moins jusque The Kingsman, qui a salement bidé. N'empêche que les gens, et je m'inclus dans les gens, ont adoré Kingsman parce que voilà quoi. Aujourd'hui, il reste un artiste très populaire, si bien qu'on imagine facilement Apple voir en lui un moyen de percer sur le marché du blockbuster pop. Et ça tombe bien, malgré le fait qu'il soit écrit par Jason Fuchs, Argyle c'est un peu un précipité du style Vaughn, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Il se raccroche donc à sa méthode de prédilection, à savoir assumer narrativement et techniquement l'artificialité de son récit. Pour le coup, c'est la même que celle de Kick-Ass. Dans Kick-Ass, les super-héros existent dans les comics, mais quand un crétin décide de devenir un super-héros, eh bien il se rend compte qu'il vit lui aussi dans un monde de comic book. Dans Argyle, Ellie Conway, donc une écrivaine de récits d'espionnage, se retrouve elle-même dans une histoire d'espionnage, et elle se rend compte que les vrais espions sont eux aussi des espions de fiction. Ils font des vannes, ils sont super forts, ils ont tous un secret, etc. Dans les 2 cas, la mise en abîme ne sert pas à opposer la fiction et le réel, mais à chasser complètement toute notion de réel. Ils sont allés même encore plus loin, puisque le film a été annoncé comme l'adaptation d'un roman, sauf qu'en fait, le roman dont il s'inspire serait le roman de la fiction, puisqu'il est censé être écrit par Ellie Conway, mais du coup, la vraie autrice est anonyme et les gens pensent qu'en fait c'est Taylor Swift parce que ces chats correspondent aux chats du roman et peut-être qu'ils sont dans le film et que c'est un langage codé à destination des fans. Non, en fait c'est clairement un coup marketing. Pour le reste, le procédé est le même. Puisque rien n'est réel, autant y aller à fond dans le pastiche et assumer d'utiliser des outils eux-mêmes très artificiels pour énergiser la mise en scène. C'est aussi ce qui s'est passé avec Kingsman, qui doit son succès à l'utilisation massive de doublures numériques et de raccords cachés
notamment dans le fameux faux triple plan séquence de l'église, qui est en fait constitué de plusieurs petits plans raccordés entre eux sans trop se soucier de la continuité visuelle. Le cinéaste plonge complètement dans la parodie et donc se permet de rendre ses effets grossiers tant qu'ils lui permettent des mouvements de caméra délirants ou des bastons chorégraphiés au-delà des lois de la gravité ou de l'anatomie humaine. Dans Argylle, c'est clair dès la première course-poursuite qui est complètement débile, et c'est là par exemple que la recette commence à montrer ses limites, parce que ça reste un peu un gimmick, et sans l'effet de surprise, ça fonctionne un peu moins bien. Disons que ça divise en fait. La preuve, on est allé à la Pro-Jeu avec Antoine, puisqu'on est de loin les deux plus grands amateurs de son cinéma, et on n'est pas d'accord. Moi, je continue à passer outre la technique pour profiter de scènes quand même beaucoup plus frénétiques que le tout venant hollywoodien. Et d'ailleurs, très vite, le cinéaste exhibe carrément ses fonds verts, donc c'est clairement une note d'intention. Au contraire, ça a été un peu le point de rupture pour mon collègue qui trouve ça, je cite, vraiment trop moche. Ma foi, ça sera à vous de choisir votre école dans les commentaires. Vous avez compris, Argylle, c'est vraiment la déclinaison d'une formule. Une formule qu'on aime bien, une formule maligne, spectaculaire, mais une formule quand même. Et elle est d'autant plus apparente dans un récit comme ça. Car Kingsman, c'est une parodie de James Bond assez simple finalement. Là, l'intrigue est volontairement plus alambiquée puisqu'elle ne se moque plus de 007, mais plutôt des thrillers à twist littéraire. Il y a plusieurs retournements de situation, et ils ne cohabitent pas si bien avec ses choix de mise en scène. J'irais même jusqu'à dire que l'écriture de la première partie est parasitée par son côté petit malin. Ou alors c'est l'inverse, c'est le côté petit malin qui est vraiment diminué par l'écriture, comme vous voulez. J'en veux pour preuve la moitié des bastons, où alternent des plans classiques et des plans subjectifs de l'héroïne, qui remplacent dans sa tête Sam Rockwell par Henry Cavill. L'idée est marrante, sauf que ça rend les bastons pas super lisibles, et surtout extrêmement frustrantes. Encore une fois, Kingsman, étant très direct, ne s'emmerdait pas à coller ce genre de double lecture dans ses scènes d'action. Il poussait juste les potards à fond quoi. Ici c'est quand même hyper frustrant parce qu'on préférerait voir des combats filmés de manière plus classique. Et au bout d'un moment on a envie de dire ok c'est bon, on a compris. Donc est-ce que Argylle est une déception? Eh bien si vous allez lire la critique d'Antoine et si vous vous arrêtez là, possiblement. Mais moi je suis quand même sorti de la séance avec le sourire aux lèvres. Et ce, grâce au climax. Encore une fois, c'est une application studieuse du style Vogue. À ce niveau, c'est impossible de ne pas y voir un copier-coller du climax de Kingsman. C'est la même énergie, peu ou prou le même décor. Quand ils se battent, il y a de la disco, la totale quoi. Sauf qu'à ce moment, les nœuds du scénario ont été déliés. Et par conséquent, Monsieur Vogue ne peut appliquer sa formule sans le moindre obstacle. Certes, il n'y a pas la fraîcheur de Kingsman, mais quand même, on se marre bien. Alors oui, c'est artificiel, oui, c'est un gros tas de CGI, mais le mec s'éclate quoi. Alors je veux pas spoiler, mais il y a notamment une scène d'action concept, on va dire, glissant. N'importe qui se serait contenté de l'idée de base, mais lui il va à fond. La scène elle dure 5 minutes, elle est hyper bien réalisée. Quand tu penses que c'est fini, il en remet une couche. C'est toujours très généreux, et pour moi ça suffit largement. Donc si vous aimez ces précédents films, il y a moyen que la dernière partie vous foute aussi la banane. Mais si c'est pas le cas, bon courage. Enfin, pour moi, il y a autre chose qui entrave son modèle et c'est le classement PG-13. Et ouais, Kingsman était rated R et ça se voyait. Autrement dit, auparavant, il avait droit à un classement interdit aux moins de 17 ans non accompagné. Et là, il s'agit du classement déconseillé aux moins de 13 ans, soit la norme du blockbuster hollywoodien. Clairement, il est plus limité. Alors, il réutilise certaines des idées de ses films précédents pour simuler la violence, comme les explosions de couleurs, et il pousse le PG-13 dans ses extrêmes limites. Mais force est de constater qu'il a dû remplacer l'humour noir et le côté un peu sale gosse inoffensif par un récit à twist. Or, le côté sale gosse, c'est aussi ce qui faisait un peu son style. La formule dont je parle depuis le début, qu'on l'aime ou pas, elle s'épanouissait dans une certaine économie. Lui demander de l'adapter à un public plus large encore, c'est exploiter un filon d'or dans une mine de bronze. Et ça nous amène à la deuxième raison pour laquelle Apple l'a payé plus cher qu'un Boeing 737, ils veulent leur grosse saga. Certes, ils veulent leur film à Oscar, avec Napoléon et compagnie, mais ils veulent aussi leur bonne grosse franchise bien lucrative. Et autant vous dire que ça se voit avec la dernière scène. Est-ce que si ça se fait, ça va vraiment aseptiser la fameuse formule? Argylle est-il le début de la fin ou la fin du début? Gal Gadot fera-t-elle un caméo dans la suite dans le rôle de Taylor Swift? En attendant d'avoir la réponse à toutes ces questions, et si vous n'avez pas envie de soutenir le chat de Matthew Vaughn, vous pouvez soutenir le chat le plus beau de la Terre. Elle s'appelle Pistou et aucun Scottish Fold ne lui arrive à la patte, pas même celle de Taylor Swift. En plus, elle fait ses propres cascades comme Tom Cruise. Si vous vous abonnez, je pourrais lui offrir des croquettes de luxe. À la prochaine!